Et à suivre par Jupiter. Vous écoutez France Inter, il est 17h. Le flash Laetitia Gaillet. Compliqué depuis hier pour les clients d'Aigle Azur. Les avions de la compagnie aérienne sont cloués au sol, faute d'argent dans les caisses. La compagnie en redressement judiciaire n'a pas les moyens de les indemniser. Ce matin, le secrétaire d'État au transport a dit que l'État cherchait des solutions pour les passagers et les 1150 salariés d'Aigle Azur. Puisque la course à la montre, contre la montre est lancée, les repreneurs potentiels ont jusqu'à lundi pour déposer une offre. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, confirme au micro de nos confrères de France Bleu Alsace. La première priorité, c'est évidemment de s'occuper des voyageurs et de leur garantir des conditions de rapatriement qui soient sûres et qui soient à un coût abordable. Ça, c'est notre première priorité, c'est la priorité immédiate. La deuxième, c'est l'emploi. Et nous travaillons depuis plusieurs jours à différentes offres de reprise pour Aigle Azur pour garantir l'emploi de tous les salariés d'Aigle Azur. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui quelles sont les différentes offres qui sont sur la table, mais il y a des offres sérieuses. Donc nous sommes confiants et déterminés pour offrir à tous les salariés d'Aigle Azur des possibilités de reclassement dans les meilleures conditions possibles. Il y a plusieurs offres, vous savez. Il y a une offre principale, d'autres offres qui sont envisageables. Aujourd'hui, il y a une offre principale sur laquelle nous travaillons. Je ne peux pas vous en donner plus, parce que je souhaite qu'elle aboutisse et que je ne veux pas affaiblir les discussions qui sont en cours, mais nous sommes mobilisés tous les jours pour offrir aux salariés d'Aigle Azur un reclassement dans les meilleures conditions possibles. Bruno Le Maire, le parquet de Paris a décidé de faire appel aujourd'hui de la décision rendue hier par les juges d'instruction dans le dossier du crash du Rio Paris qui avait fait 228 victimes en 2009. Les juges d'instruction avaient redonné hier un non-lieu. Le parquet donc fait appel. Altice et Orange ont trouvé un accord. BFM TV, RMC Découverte et RMC Story réapparaîtront sur les box Orange dès ce soir. Un accord a été trouvé entre l'opérateur de télécom donc et la maison mère des 3 chaînes Altice. Pas d'accord en revanche pour Altice avec Free, où le signal avec les chaînes est toujours coupé depuis maintenant une semaine. Tout le monde est passé ou presque dans les salons de Matignon pour parler de la réforme des retraites. Le dernier syndicat à être reçu, c'est François Asselin, actuellement de la CPME. Depuis hier, donc, la concertation est lancée. Alain Griset de l'U2P, l'Union des entreprises de proximité, a dit ne pas s'opposer à une réforme, mais à une seule condition, qu'il n'y ait pas €1 de cotisation en supplément pour les travailleurs indépendants. Philippe Martinez de la CGT, lui, n'y croit pas vraiment à cette réforme. Ça nous paraît compliqué d'avoir une influence sur une future loi alors que nous avons discuté 18 mois avec M. Delevoye et qu'aucune de nos propositions n'a été retenue. Mais j'ai été très sensible au fait que le Premier ministre insistait beaucoup pour que nous participions aux négociations. Je crois que le Premier ministre a une mission, c'est de changer le système de retraite solidaire que nous avons aujourd'hui pour un système par points. Et on avait peu d'illusions, mais en 1 heure d'entretien, nous n'avons pas réussi à le convaincre qu'il fallait abandonner le rapport de Delevoye et nous écouter. Nous allons nous réunir pour savoir ce que nous faisons. On est comme vous, on n'aime pas perdre notre temps. Philippe Martinez de la CGT avec Laurent Kramer. Ça se corse pour Boris Johnson. Après la Chambre des communes, la Chambre des Lords a adopté aujourd'hui le texte de l'opposition pour un report du Brexit. Par ailleurs, les travaillistes ont annoncé également aujourd'hui qu'ils ne voteront pas lundi le texte du gouvernement qui propose des élections législatives anticipées le 15 octobre prochain. Le Labour redoute que ce scrutin permette à Boris Johnson de faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord 15 jours plus tard. Une grande figure du grand banditisme à l'origine de la chute de l'ancien numéro 2 de la police de Lyon. Michel Néret a été extradé vers la France. Yannick Dashville était à Dubaï depuis 10 ans. Il était impliqué dans des affaires d'escroquerie à la taxe carbone et de trafic de stupéfiants. Il avait été arrêté le mois dernier. Il y avait du monde aujourd'hui au tribunal correctionnel de Montauban pour assister au procès d'un gilet jaune. Beaucoup de policiers en l'occurrence, puisque cet homme de 69 ans, le prévenu, était jugé pour avoir placardé une affiche contre la police à l'arrière de sa camionnette. Un flic suicidé à moitié pardonné. Le tribunal, pas plus que les policiers, n'ont apprécié le slogan. Le gilet jaune en question était condamné à 4 mois de prison avec sursis. Et pour en parler, ça n'a pas satisfait justement les syndicats de police comme Alliance qui était partie civile dans ce dossier. Philippe Lavenu, son secrétaire général en Occitanie. Sur la peine de prison, on ne va pas faire de commentaires, c'est sa première condamnation. Évidemment, on aurait préféré plus, mais je pense que la justice a rendu une sanction qui est juste.
Moi, ce qui me choque, c'est pas ça. C'est que ce garçon, il est venu nous expliquer longuement, d'ailleurs, qu'il ne savait pas pourquoi il avait fait ça, que c'est une bêtise. Il s'est juste dédouané en disant j'ai été bête sur ce coup-là. En attendant, pas de regrets, pas de remords, pas d'excuses auprès. Alors moi, ce qui me gêne, c'est ça. Auprès des proches, auprès des familles, il aurait pu dire effectivement, j'ai fait une bêtise, j'aurais pas dû le faire. Je comprends aujourd'hui que j'ai pu heurter des gens, heurter des familles, heurter des policiers. J'ai jamais entendu ça. J'ai entendu je me dédouane, j'ai été bête sur ce coup-là. Ça ne nous suffit pas. L'Inde va vivre 15 minutes périlleuses cette nuit. Son orbiteur Chandrayaan-2 doit se poser sur la Lune. La mission est périlleuse parce que personne ne s'est jamais posé sur cette partie de la Lune, en l'occurrence. Et puis ce sera une première pour l'Inde en matière spatiale. L'Inde qui deviendra alors le 4e pays au monde, après les États-Unis, la Russie et la Chine, à réussir un alunissage. Mais pour ça, il faut déjà y arriver. Le robot qui atterrira donc sur une zone qui n'a jamais été explorée aura pour mission d'étudier les rochers et le sol de la Lune. Pour l'instant sur Inter, il est 17h06. Demain sur France Inter. Nouvel horaire cette année pour la librairie francophone. Samedi 14h, Emmanuel Kérad. RTS la première, RTBF la première, Radio-Canada première. Nous serons au Festival Le Livre sur les Quais à Morges en Suisse et en public avec la présidente d'honneur Amélie Nothomb, l'écrivain et artiste Frédéric Pajac, l'auteur Gilles Paris pour un livre jeunesse émouvant et l'écrivaine d'origine roumaine Anca Vizdei qui vous racontera la vie de Giacometti en Suisse. La librairie francophone. Tous les samedis sur France Inter à partir de 14h. Cet été, laissez-vous surprendre par l'univers mystérieux, étrange et poétique des cabinets de curiosité et de leur réinvention contemporaine. Immergez-vous dans les cabinets de curiosité de notre époque, à la croisée des arts, des sciences et des lettres, et partez à la découverte d'objets familiers et insolites. Cabinet de curiosité, une exposition inédite à découvrir actuellement au Fonds Hélène et Édouard Leclerc dans le Finistère. France Inter aime le nouvel album d'Iggy Pop. She wants to be your James Bond. Free. Nuts melt in her mouth, but not in her hand. Iggy Pop, plus libre que jamais. And her sanity is insanity, driving off or making you feel guilty. Retrouvez Free, le nouvel album d'Iggy Pop, dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.fr. Ouais, Iggy Pop, et on ne parle pas de Michel Thor. Je comprends Non, pas. je sais pas. Il y a peut-être un lien de cause à effet, je sais pas. Ouais, mais bon. Injustice. Bon, par Jupiter. Pourtant, ils ont le même âge et la même coupe. Hein. C'est vrai. Donc, Ça va bien. Et il y en a une qui est mieux conservée que l'autre. Oui, moi. Voilà. Laetitia Gaillet, merci pour ces informations. Je vous en prie, j'étais très utile sur ce coup-là. On vous retrouve lundi, de toute façon. Oh bah oui. Allez, on attend avec impatience vos prochains passages d'antenne. On vous embrasse. C'est vrai. Ce matin, 9h40, l'équipe reçoit la visite d'Augustin Trapenard de Boomerang. Évidemment. Ah, c'est marrant, vous recevez Daniel Cohen, tiens. Ouais, le célèbre économiste. oh, ça va, arrête de te la péter. On sait que ce matin, t'as eu Niska. Ouais, c'était intéressant d'ailleurs, c'était sympa. Vous allez voir, il est brillant en même temps, Daniel Cohen. Ouais, brillant, mais tu l'as jamais eu dans ton émission, toi, par exemple. Non, c'est vrai, je l'ai pas eu. C'est plus pour la matinale en même temps. Oui, il est peut-être pas assez brillant pour toi, parce que monsieur ne reçoit que les grandes stars. Vous êtes hyper jaloux. J'en ai reçu plein des intellectuels en plus. Ouais, mais nous, on n'a pas eu Catherine Deneuve. Voilà, cette semaine, t'as eu que du lourd, du Sardou, du Souchon, il y a pas chez Pardon, nous. vous avez quand même eu Michel Thor. Michel. Alors, c'est ce qu'ils disaient. Non, mais toi, t'as les rostas, et puis nous, Je sais pas, peut-être que si ça se trouve, vous savez pas vous y prendre avec les attachés de presse, c'est un métier. Hein? Allez, bonne journée les amis. J'ai le cœur en prince où je laisse les souvenirs. Vous savez pas vous y prendre avec les attachés de presse. Pour qui il se prend? Moi aussi, j'en ai pécho les attachés de presse. C'est vrai? Pas toutes, mais. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas tous les invités. Mais j'ai gardé des super relations. Alex, appelle-moi tout de suite l'attaché de presse de Catherine Deneuve. J'appelle Jennifer. Mais non, pas la chanteuse. Catherine Deneuve qu'on veut, appelle l'attaché de Oui, presse. mais elle s'appelle Jennifer. Ah. Allô, Jen? Oui, ça fait longtemps, oui. On aimerait recevoir Catherine. Allô? Bon, avec elle, ça c'est un peu mal fini. Non, on ne lâche pas pour Catherine Deneuve, hein. Okay. On va le fumer, Trapenard. Ok, en même temps, Augustin, il n'a pas reçu Michel Thor. Voilà. Ni Daniel Cohen, d'ailleurs. Et voilà. Je m'appelle Michel, j'ai le cœur en France où je laisse les souvenirs. Bonjour la France.
France Inter et bienvenue dans la start-up de la radio publique dont voici la devise du jour. La jeune pousse est toujours plus verte ailleurs. Voici les 3 dossiers partagés sur Google Drive. C'était pas sa semaine à Boris Johnson. Il a perdu sa majorité à la Chambre, il a perdu les 3 premiers votes, il va devoir renoncer à sa promesse du Brexit ou la mort et même son frère l'a lâché en démissionnant du gouvernement. Une réaction d'Elisabeth II peut-être ? Traitor, abruti, demeuré. Toi, élection, vous n'êtes qu'une troupeau de dardais, que dis-je, du bacon sur pâte avec du lait caillé dans les têtes. Une version gauchiste du Monopoly est en vente aux États-Unis, une version qui caricature à la gauche. À cette occasion, on apprend que la créatrice à l'origine du jeu voulait en faire une critique du capitalisme. Nous, on a remis la main sur la version DSK du Monopoly. D'où je te dois 15 000, un hôtel c'est 5 000. Mais j'ai mis des putes dans mon hôtel. Mais attends, d'où tu mets des putes dans les hôtels au Monopoly? Ils ont racheté le Carlton de Lille, manifestement. Sans transition, un club de striptease de Nantes fait danser des robots au milieu des danseuses, des robots en talons aiguilles aux formes féminines issues de l'assemblage de pièces de voiture. Leçon numéro 1, ne pas se laisser déstabiliser. Leçon numéro 2, si elle touche ses cheveux, dites « J'adore ta coupe de cheveux, elle est originale ». J'adore ta coupe de cheveux, elle est originale. Dans ces conditions, il préfère encore rouler une pelle à la barre de pole dance qu'au robot. C'est Alex Vizorek. J'adore ta coupe de cheveux, elle est originale. Bonjour Charlie de Vanonacker. Eh bien, belle équipe pour terminer cette semaine. À 17h20, hier, il avait pris une RTT pour éviter de chroniquer l'album de Michel Thor, ce qui l'obligera à être présent pour la venue de Rick Azaray. Bonjour Chewbacca. Bonjour tout le monde. Comment on va? Ça va très bien. Non, je suis venu la voir après l'émission. Elle vous embrasse, oui. De quoi on va parler aujourd'hui? De Bob Shad, un producteur. Très bien, à 17h30, elle risque de remettre en question la réforme des retraites puisqu'elle ressuscite les morts. C'est Christine Gonzalez, bonjour. Bonjour, et puis je suis d'humeur hyper joueuse aujourd'hui. On va jouer à un jeu très simple qui s'appelle Qui c'est qui est mort, qui c'est qui est pas mort. Ça va être intéressant. Ils sont morts. Pas mort. Mortes. Oui. Qui c'est qui est mort, qui c'est qui est pas mort. Très bon jingle, 17h40, le Dijon de cette émission, puisque ce sera la dernière chronique de cette semaine. On terminera avec Juliette Arnaud, bonjour. Mais que c'était élégant. Mais oui. Bonjour Alex. Eh bien, je suis contente parce que j'ai mon plus gros livre de l'année. C'est vrai. Oui, il fait beaucoup de bruit quand il tombe. Et on terminera l'émission en chanson à 17h55. Frédéric Fromet qui était obligé de m'accompagner hier. Aujourd'hui, il chantera ce qu'il voudra. Et voici celui qui va faire bondir le cours de l'actualité. Je vous laisse nous dire qui vous êtes. Vous êtes... Daniel Cohen. France Inter. Charline Vanhoenacker. Alex Vizorek. Par Jupiter. Bienvenue Daniel Cohen. Les auditeurs vous connaissent bien sur cette antenne. D'habitude, vous allez à la matinale. Donc là, c'est un peu le même concept. Vous inquiétez pas. J'aime mieux l'après-midi. Moi, le matin, c'est toujours très compliqué pour moi. Donc, Daniel bien, je suis heureux d'être là. Vous publiez c'est un ouvrage collectif qui s'intitule Les origines du populisme, enquête sur un schisme politique et social. C'est paru au Seuil dans la collection La République des idées. Les origines du populisme. Alors, vous dites, outre la crise économique, vous vous penchez surtout sur la crise culturelle, c'est-à-dire la montée en puissance d'une société d'individus où chacun est conduit à penser sa position sociale en termes subjectifs. C'est-à-dire que se sentir, par exemple, donc subjectivité, se sentir gagnant ou perdant, se sentir confiant ou méfiant envers autrui, bref, un sentiment, une émotion, c'est aussi déterminant au moment de voter et dans la sociologie électorale? Oui, bien sûr. De toute façon, l'élection en général, c'est forcément un moment émotionnel parce que sinon on ne voterait pas. On sait très bien que son vote n'a aucune espèce d'influence. Par définition, il est trop petit. Donc si on y va, c'est parce qu'on cherche une émotion. C'est parce qu'on est aussi évidemment associé à l'idée de la personne pour laquelle on va voter. Donc c'est normal que les émotions jouent un rôle. Non, le point effectivement très important que vous avez souligné du livre, c'est que la crise économique, c'est ce qui est derrière tout ce qui est en train d'arriver. Sinon, on ne comprendrait pas. Il y a un dérèglement économique depuis la grande crise de 2008, mais bien avant. On voit bien que notre société post-industrielle échoue à donner une insertion à un très grand nombre de gens. Les classes populaires sont de plus en plus vulnérables. Et donc, la protestation contre le système politique classique vient de là, que ce soit à gauche, que ce soit à droite. On ne peut pas continuer de voter
pour des partis qui ont font échouer dans leur mandat de vous protéger, de vous donner satisfaction. Donc ça, c'est indispensable à garder en tête pour comprendre ce qui se passe. Maintenant, à l'intérieur de cette protestation contre la vie politique traditionnelle, il y a un versant gauche et un versant droite. Et ce qui nous intéressait, c'est cette bifurcation. Et là, l'économie ne suffit pas. Elle joue de la même manière à gauche et à droite dans le refus des élites, dans le refus des politiques économiques traditionnelles. Pour comprendre, par exemple, ce qu'on appelle la droite populiste, c'est-à-dire le vote pour le Front National en France, Salvini en Italie, le Brexit pour l'Angleterre et pour Trump aux États-Unis, il faut quelque chose d'autre. Et là, en effet, la position par rapport au reste de la société, quelque chose de l'ordre du subjectif, c'est-à-dire où je me situe dans une société d'individus où il est de plus en plus difficile de trouver ses repères si on n'est pas bien doté socialement. C'est ça qui nous paraît en effet le plus important. Donc par exemple le bien-être ou le mal-être, voilà, ça joue. Le bien-être, le mal-être et surtout la confiance en autrui, ce qu'on appelle la confiance interpersonnelle. Vous demandez à quelqu'un, est-ce que si vous rencontrez quelqu'un dans la rue par hasard, vous pensez qu'on peut lui faire confiance ou est-ce qu'au contraire on n'est jamais assez méfiant? Selon la réponse qui va être donnée, vous saurez si la personne va plutôt aller du côté de la droite, du côté de la gauche, du côté de l'extrême droite, du côté de l'extrême gauche. Parce que l'ouvrage dit noir sur blanc, la gauche est le parti des gens confiants. La droite, surtout la droite populiste, est le parti des gens méfiants. Voilà, ça paraît manichéen. C'est une agrégation. Ça n'est pas le seul critère, mais ça fait partie des critères. C'est-à-dire la gauche, c'est en effet une agrégation de beaucoup de pensées philosophiques. Il y a des ouvriers, il y a des instituteurs. C'est au fond l'alliance d'une critique sociale et d'une critique humaniste du monde moderne. La droite, c'est autre chose. C'est l'éloge de la tradition, de la famille, etc. Donc on est de toute façon dans des socles philosophiques différents. Mais quand on regarde à l'extrême droite, du côté de la droite populiste, ce qui est en effet tout à fait troublant, c'est que les personnes qui ont voté Marine Le Pen, on a une très grande enquête de plus de 20 000 personnes qui nous permet de tout savoir de ce que pensent les gens qui ont voté pour tel et tel candidat, alors ils sont dans un rapport de méfiance généralisée. On parle souvent de l'immigration. Le parti de Marine Le Pen, comme le parti de Salvini, comme le parti du Brexit, c'est un parti anti-immigré. Mais quand on creuse, l'immigration n'est que la surface de la question. Ce qui est derrière, c'est un rapport dégradé à autrui. Alors, nous ne faisons pas une analyse psychologique de ça. C'est pas parce qu'ils sont méchants, etc. Il y a des causes sociales très importantes. Une désocialisation d'un très grand nombre de personnes. Certains y arrivent très bien par le haut, tout seul, triomphant. D'autres n'y arrivent pas. Ce sont les perdants de cette société des individus qui se retrouvent dans le vote pour le Front National. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que, ou du Rassemblement National comme on l'appelle maintenant, c'est que la droite est méfiante en général. Les électeurs de Fillon n'ont pas un très haut niveau de confiance en autrui. En tout cas dans les enquêtes. Mais quand on les interroge sur la famille, par exemple, c'est haut. Oui, la famille, ça compte, mon beau-frère, machin. Les électeurs du Front National en 2017, du Rassemblement National aujourd'hui, ont un rapport méfiant même au sein de la famille. C'est-à-dire, vous avez confiance en votre beau-frère? Non. Pas confiance dans le beau-frère, c'est un des marqueurs. Demandez autour de vous confiance dans le beau-frère. On le voit avec Boris Johnson. Alors Boris Johnson a un problème avec sa famille. Voilà, c'est une illustration parfaite de ça. Il y a par exemple, donc parmi les 4 auteurs, il y a Elisabeth Besley qui est chercheuse à l'Observatoire du bien-être. Donc le bien-être est une variable que vous étudiez, comme la confiance ou la défiance, l'enthousiasme ou la colère, le bien-être ou le mal-être. Encore une petite question avant qu'on écoute un peu de musique puis qu'on poursuive. Vous dites qu'il y a une société de service actuellement. On a des nouveaux modes de travail, une société qui s'individualise avec une plus grande solitude sociale. Et vous dites où la relation directe au client a remplacé la relation directe avec le collègue. Oui, c'est donc en fait le libéralisme, l'auto-entrepreneur, etc. Ça nous pousse vers le populisme en fait. D'une certaine manière, pour ceux qui sont les moins bien dotés socialement, ceux qui n'ont pas les moyens de reconstituer par ailleurs des collectivités. Un ouvrier d'usine dans les années 50-60, dans les usines Renault, disons, il était bien sûr dans une position sociale très difficile, très basse par rapport à l'échelle des revenus, mais il était porté par un collectif très fort. Il y avait un syndicalisme très puissant qui pouvait parler en son nom. Ce qu'il perdait comme individu, il le retrouvait grâce aux syndicats comme force collective. Il y avait le Parti communiste, il y avait le communisme, une idéologie forte, bon, toutes sortes de choses qui faisaient que vous ne disparaissiez pas comme individu, même dans le travail à la chaîne. Aujourd'hui, vous n'avez plus ça. Le syndicalisme est très faible dans les services. Les personnes ubérisées ont beaucoup de mal à se faire entendre. Et tout ça contribue, comme vous êtes transporteur routier, vous êtes seul dans votre camion et vous n'avez pas derrière cette force sociale qui vous permet de survivre à la position sociale dans laquelle vous êtes. Donc ça, on pourrait penser que ça pousse vers la gauche, c'est-à-dire ça pousse vers une demande de redistribution, de syndicats, etc. C'est le grand paradoxe que ce livre essaye de comprendre. Non, pour un grand
grand nombre, pas tous, mais pour un grand nombre d'ouvriers, de membres de ces classes populaires qui autrefois auraient voté pour le Parti communiste, c'est le vote pour le Front National en tant que c'est le parti du ressentiment, de la méfiance à l'égard d'autrui qui l'emporte. Et en effet, c'est cette idée que aujourd'hui, avant vous aviez un contremaître, etc., auquel au fond vous pouviez vous affronter parce que vous aviez les autres dans une même situation. Aujourd'hui, là, il est vous dans avez la un Silicon client, Valley. vous lui faites pas un sourire, il s'en va, et donc d'une certaine façon, vous êtes renvoyé à la solitude que ce bonhomme vous présente. Si vous ne faites pas les petites courbettes qui sont requises. Les origines du populisme, donc ouvrage collectif avec Daniel Cohen, avec Martial Foucault, Elisabeth Besley, Yann Algan, enquête sur un schisme politique et social, paru au Seuil. Je vous le recommande chaleureusement parce que si vous aimez comme nous, vous êtes friand de politique et de comprendre les ressorts électoraux, etc. et sociologiques, c'est vraiment passionnant et tout à fait accessible, je le signale, parce qu'on a ouvert le bouquin, on s'est dit, il y a des graphiques. Eh ben non, c'est extrêmement clair. Daniel Cohen, avec nous jusqu'à 18h. Wouh! Come back. I said, baby, 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 won't you listen to me? Come on, sugar, come on, hear my plea. Well, she looked at me, boy, oh, we'll never agree. Cadillac Carcat, oh yeah. Right by her side. I say, baby, 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 won't you listen to me? Come on, baby, come on, hear my plea. Turn that big car around, come on back to me. Hang it on, Scotty, here we go. Coming back, I ain't ever coming back, I ain't ever coming back, I ain't ever coming back. Vince Taylor, Brand New Cadillac dans ton autoradio. C'est France Inter, programmation musicale Djoubaka qui justement est là. Eh ben il est là. Dans Quel ce coup studio, de bol. avec notre invité Daniel Cohen qui publie, c'est un ouvrage collectif, Les origines du populisme, c'est paru au Seuil, on va y revenir tout à l'heure, on va parler bien sûr du Brexit. Et qui est aussi dans ce studio, Alex? Eh bien Christine Gonzalez, avec qui nous jouerons à mort ou pas mort. Et, et Juliette Arnaud, qui nous parlera du plus gros livre qu'elle n'ait jamais lu dans sa vie. Voilà, à présent, notre propre vision de l'information, Daniel Cohen, attention. Très inquiet de ce qui se passe avec la politique. Moi, je ne fais plus de politique. Le journal de presque 17h17. La blague est drôle quand même. La blague est pas drôle. Et on commence par les titres. L'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, est mort à l'âge de 95 ans. Oui, déclaration d'Abdelaziz Bouteflika, c'est toujours triste quand on perd quelqu'un d'aussi jeune. Patrick Balkany a été agressé hier après-midi à Levallois. 2 personnes ont été placées en garde à vue. Pour une fois que la justice va avoir à traiter un cas dans lequel il est victime et pas coupable. Et l'avocat, le pauvre Dupond-Moretti, il sait même plus comment on fait pour plaider du côté de la défense. Et des brèves. Et des brèves, ça je plaide coupable. Ah oui.
On a des preuves. Et on commence par Jean-Jacques Bourdin. Oui, en cette semaine du Grenelle des violences conjugales, il a invité ce matin Tariq Ramadan. Quelle bonne idée! Et quelle bonne idée, évidemment. Il a présenté des excuses à Dieu, mais pas aux plaignantes. Voilà, présenter ses excuses à Dieu, c'est comme se masturber, ça fait du bien à celui qui le fait, mais à lui tout seul, évidemment. Ah d'accord, vous nous emmenez sur le terrain du sexe. Alors c'est pas moi, c'est pas moi. Enfin, c'est pas que moi. C'est aussi Jean-Jacques Bourdin qui avait des bonnes questions. Condamner publiquement la sodomie, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Non, vous l'avez condamné publiquement ou pas? J'ai dit que les amis musulmans étaient partagés sur cette question. Ouais, c'était intéressant ce matin. Il a dit des choses intéressantes. Oui, il s'est comparé à quelqu'un en prenant à partie la France. Vous avez déshumanisé un homme et rappelez-vous, la France de 97, unanimement contre Dreyfus, avait tort. Quand un arabe en vient à se comparer à un juif, c'est que vraiment ça va pas bien du tout pour Tariq Ramadan. Revenons-en au Grenelle des violences conjugales. Une première mesure a été décidée, créer un bracelet anti-rapprochement, mesure qui sera mise en place début 2020. Ouais, ça fait longtemps que ça existe, je crois, un bracelet qui éloigne les femmes des hommes, ça s'appelle une gourmette. Politique à présent, à propos des révélations de Mediapart, François de Rugy affirme avoir bien identifié une vengeance politique de son ancien parti. Oui, alors la question c'est de savoir, vu son parcours politique, de qui il parle, l'Europe Écologie Les Verts, le Parti écologiste ou le Parti socialiste. Oui, il faisait allusion à Europe Écologie Les Verts. Ok. Bon, les Verts, c'est vrai qu'ils sont proches des animaux, mais ça m'étonnerait qu'ils étaient capables de convaincre des homards kamikazes de se jeter dans l'assiette de François de Rugy. International, à présent, Boris Johnson déclare qu'il préfère être mort au fond d'un fossé plutôt que de reporter le Brexit. Eh bien, on va chercher le fossé maintenant. Le comportement de Boris Johnson a encore fait polémique quand il a poursuivi son discours malgré le malaise d'une policière. Oui, enfin, on s'en serait rendu compte si le malaise était un problème pour Boris Johnson. Média, après les polémiques sur l'antisémitisme, Paris Première a décidé d'arrêter l'émission de Yann Moix qui s'appelait Chez Moix. Et maintenant, si Yann Moix veut donner son avis sur tout et sur rien, il le fera de chez lui. Et de Brève. Oui, ça coûte rien, monsieur Thomas. De Brève, à Poissy dans les Yvelines, le jour de la rentrée, une mère d'élèves s'est faite passer pour une professeure d'espagnol pendant 5 heures. 5 heures, c'est pas grand-chose, ça fait presque 1 an que Christophe Castaner se fait passer pour un ministre de l'Intérieur. Quand même. Et la dernière Bretagne, il y a un homme arrêté avec 6,4 grammes d'alcool dans le sang. Chapeau, parce que moi à 6,4 je retrouve même plus la voiture. Merci Alex. 17h26 à Paris, 16h26 à Tunis où vous êtes né. Daniel Cohen, on s'est renseigné. On va aborder ce premier sujet qui a trait à votre ouvrage, Les origines du populisme. Le spectacle du Brexit nous aura bien divertis toute la semaine. Une tragicomédie où Boris Johnson a donc dit qu'il préférait crever dans le fossé que de demander un report du Brexit à Bruxelles. C'est Shakespeare qui aurait coécrit avec Mr Bean. Heureusement pour Boris Johnson, ce soir, enfin, il est un week-end. Ce soir, Boris est chez lui. Pantalon à facteur. Ce soir, attention, Boris danse. Ce soir, Boris, événement, c'est soirée disco. Ils sont pas appelés ce soir, ils s'en foutent. Ils débranchent le téléphone. C'est tellement bête. Ce soir, Boris, en effet, soirée disco. Et oui, souvenir. Boris, soirée disco donc. Alors, les ressorts du populisme en France que vous développez dans cet ouvrage, est-ce qu'on retrouve les mêmes en Angleterre ? C'est vraiment très très proche, c'est-à-dire que quand on regarde des électeurs qui ont voté pour le Brexit, les électeurs du parti UKIP à l'époque, celui de Nigel Farage aujourd'hui, ils ont les mêmes caractéristiques et notamment ce taux de défiance interpersonnelle très très élevé. Ce qui est intéressant dans la comparaison entre le Royaume-Uni, le vote du Brexit et la France, c'est que en France, les électeurs du Front National sont profondément anti-émigrés et ils le font souvent au nom de l'idée que l'islam pousse au radicalisme, que c'est en fait cette religion qui est responsable et pas les immigrés en tant que tels. Dans le cas du Brexit, c'était la même chose, c'était contre les immigrés, sauf qu'ils sont polonais dans le cas du Royaume-Uni, donc ils sont catholiques, et pourtant c'est exactement le même type de rejet. De la même manière, les États-Unis de Trump sont contre les immigrés, ils sont mexicains, ils sont aussi catholiques. Donc ça nous aide à comprendre aussi ce que je disais tout à l'heure, que derrière le refus des immigrés, il y a beaucoup d'autres choses que simplement ce qui se donne à voir comme le refus, dans le cas français, d'un islam intolérant qui n'autorise pas la sodomie, comme dans l'exemple que vous disiez ce matin. C'est tout à fait autre chose qui se joue. C'est pas que
qu'il va prendre mon boulot et ma place de parking et ma femme, c'est culturel. Il y a une dimension culturelle. Alors, on peut pas exclure la dimension économique du raisonnement. Peut-être qu'en effet, sur le marché du travail, sur le marché immobilier, il y a une rivalité. Il faut pas prendre en bobo parisien ces trucs de haut. Il se trouve que dans les données, la corrélation entre le mal-être économique et le vote anti-immigré est beaucoup plus faible que, par exemple, la corrélation entre le vote anti-immigré et l'homophobie. C'est quelque chose qui est beaucoup plus proche. Si vous demandez à quelqu'un s'il est pour les immigrés, est-ce que par ailleurs le mariage pour tous vous convient, etc., il y a beaucoup plus de chances qu'il vous réponde je suis contre le mariage pour tous et contre les immigrés qu'il ne vous réponde et oui, et par ailleurs j'ai besoin d'un soutien social parce que je ne sais pas quoi, mon fils est au chômage. Donc ça joue bien entendu et encore une fois ce serait naïf, absurde, prétentieux de penser que ça n'est pas là. Mais c'est quelque chose d'autre qui se joue dans le refus des immigrés. Je crois simplement la difficulté de trouver une place. Vous savez, dans les années 30, Hannah Arendt avait déjà fait ce raisonnement. Elle disait la crise, la montée du totalitarisme à l'époque, s'explique par le passage d'une société de classe à une société de masse. La société de classe, c'est celle des ouvriers des années 50 et 60, fort encadrés par des syndicats. La société de masse, ce sont des personnes isolées qui vivent subjectivement, individuellement, une crise qui est en réalité collective. Et ça, c'est toujours propice à la recherche de boucs émissaires. Ce que disait René Girard il y a très longtemps, on cherche un bouc émissaire quand on ne sait plus qui on est, mais on sait ce qu'on n'est pas, on peut désigner ce qu'on ne veut pas être. C'est quelque chose de cette nature qui se joue certainement dans le cas du Brexit à propos des Polonais et dans le cas de la France à propos de l'immigration. Est-ce qu'à propos du Brexit proprement dit, c'est pas une relation émotionnelle à l'Europe ? Parce que quand on souffre dans une ville industrielle anglaise, on comprend pas très bien pourquoi l'argent de nos impôts va aux Polonais ou aux Hongrois. Oui, mais vous voyez, le rapport à l'Europe, le rapport à la crise économique, en fait, il nourrit aussi bien Corbyn que les Brexiteurs. C'est encore jamais oublier que derrière il y a une crise économique. Après, le versant ne peut pas s'expliquer par la crise économique elle-même. Alors, le paradoxe du Brexit, quand même, il faut pas oublier, c'est que les gens ont voté contre les Polonais pour simplifier, pour sortir de l'Union européenne qui oblige à autoriser d'autres Européens à venir s'installer, mais en fait, c'est pas du tout de ça dont on parle. Ce dont on parle, c'est des Irlandais. Toute la question du Brexit depuis qu'il a été voté, c'est de savoir est-ce qu'on garde les Irlandais ou pas dans le Royaume-Uni. C'est ça qui fait que c'est incompréhensible, cette histoire. Toute la discussion, c'est sur ce qu'on appelle le backstop, c'est-à-dire est-ce qu'on va restaurer une frontière avec l'Irlande au cas où le Royaume-Uni sortirait de l'Europe. Donc la discussion, en fait, est très très éloignée de celle qui avait nourri le Brexit. Ce qui est extraordinaire, c'est pendant toute cette campagne pour le Brexit, on n'a jamais parlé de l'Irlande. Or, c'est en fait aujourd'hui la seule question qui compte. Daniel Cohen. Donc on n'a pas le cul sorti des ronces en Grande-Bretagne, effectivement. Toute la pensée. C'est joli, ça. Je synthétise. C'est un ouvrage où il y a des conclusions aussi. Donc, tout est très 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 synthétique. Chewbacca, il paraît que la musique quand même nous rassemble. Bah oui, avec les Anglais, ça c'est sûr. Hein. Donc parlons peu, parlons bien, parlons musique justement. Alors j'aime bien des fois vous expliquer le dessous de la clé de sol industrielle. Alors j'aimerais bien vous causer d'un métier un peu caché ou pas reconnu, comme les infirmières aux urgences par exemple. Donc dans le jeu de cette famille de la zizik, voici le producteur. Pas celui qui va lâcher du flouze, non. Celui qui pourrait s'apparenter dans une autre forme d'art, un réalisateur ou un metteur en scène. Quand le groupe arrive en studio, topo, avec ses chansons, une idée de la façon dont elles doivent sonner, ce réalisateur en fait va leur proposer des effets, faire intervenir un nouvel instrument par exemple, mettre la basse un peu plus en avant, doubler une introduction. Il va aussi travailler sur le mix et le mastering final. Bref, la patte qu'il met sur un enregistrement est démoniaque. C'est-à-dire qu'il peut donner à une galette la première position sur le podium ou la faire carrément disparaître aux oubliettes. Et pourtant, leur nom est aussi petit qu'un alinéa sur votre contrat d'assurance. Et il y a un label qui s'appelle We Want Sound qui a décidé de se pencher, entre autres, sur un de ses producteurs un peu oublié qui s'appelle Bob Shad. Alors lui, c'est vraiment un excité du son par excellence. Il a fait réaliser 700 disques en tout dans sa carrière. Et il n'est pas vraiment né avec une cuillère en argent dans la bouche, puisqu'il a économisé cents sur cents avant de pouvoir, dans ses jeunes années, engager des musiciens de jazz, réaliser un premier disque, fabriquer le disque, faire du porte-à-porte chez tous les disquaires de New York et écouler ses stocks. Et ça a marché. Sauf que lui, il ne connaissait personne dans ce métier, mais qu'il avait un nez incroyable. Et très vite, il a enregistré des musiciens comme Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Sarah Vaughan. Il a été aussi un de ceux qui ont imposé les photos des artistes afro-américains sur les pochettes de disques, parce que jusqu'au milieu des années 50, pour le dire gentiment, les gros labels américains réfléchissaient quand même à deux fois avant de le faire. Et la particularité de Bob Shad, en fait, c'était d'essayer des choses.
C'est vraiment une curiosité de tous les instants. Et on lui doit, en dehors de ses productions de jazz, par exemple le Ninu des Platters, le premier enregistrement de Janis Joplin, et même un enregistrement de Lou Reed quand il était chanteur dans un groupe de doo-wop, donc un peu Platters quoi. Et il a aussi produit un disque où il reprenait les grands standards de rock avec un orchestre de 60 musiciens. Et Bob Chad, il aurait pu continuer des années comme ça à être celui dans l'ombre qui va construire des succès. Mais en fait, il y a le jazz qui le titille, c'est sa vraie passion quoi. Et dans les années 60, il va montrer un label qui s'appelle Mainstream Records, où là il va vraiment se lâcher. Il va essayer de produire des sessions d'enregistrement, il va le faire bien sûr, avec la crème de la crème, et il confronte en fait la crème des musiciens à des jeunes recrues. Et sa vision, c'est de faire coexister toutes les musiques afro-américaines dans une même direction, avec quand même, faut le dire, une préférence pour le jazz, le bebop, la soul, le blues. Mais en tout cas, il veut mettre sur la table un son original. Et le label, un autre label maintenant qui s'appelle We Want Sound, a mis le nez dans les archives de Bob Chad et ressort régulièrement des trésors oubliés. Et pour ça, alors c'est ça qui est sympa dans cette histoire, c'est qu'il collabore avec les petits-enfants de ce monsieur, qui eux se souviennent avec classe et bonheur de ce grand-père qui leur racontait des histoires incroyables dès qu'il déboulait chez lui, comme la fois où il a failli signer Elvis, sa relation avec Janis Joplin. Alors, ces petits-enfants, ils gardent le souvenir d'une maison où on entendait de la musique non-stop, les murs tremblaient sous l'impulsion des basses. Mais ce trésor, ces notes, ils ne l'ont vraiment découvert en fait qu'après la mort de Bob Chad. Et ils ont décidé d'ouvrir la boîte de Pandore afin de faire sortir le boulot de papy de l'ombre. Donc dorénavant, on peut se gaver avec, outre les compilations du label Mainstream, et on se gave aussi avec des voix passées de l'autre côté du monde des vivants, puisqu'il ressort des albums en entier aussi, comme la géniale soulwoman Alice Clark, dont on va écouter Don't You Care. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter, Chewbacca? Eh ben, c'est Alice Clark. Yes. C'est super. Magnifique. Eh ben, pour savoir tout ce qu'il faut savoir sur Bob Chad et retrouver des albums, il faut aller sur le label We Want Sounds, au pluriel. Merci, voilà. Chewbacca. Vous écoutez France Inter, c'est Par Jupiter, avec l'économiste Daniel Cohen qui publie un ouvrage collectif, Les origines du populisme, paru au Seuil dans la collection La République des idées. On va reparler économie d'une manière originale avec le Monopoly dans un instant. Daniel Cohen, en attendant, elle nous vient de Suisse.
Elle aime le TGV. C'est Christine Gonzalez. J'aime bien le Monopoly, mais c'est quand même vachement moins bien que qui c'est qui est mort, qui c'est qui est pas mort. Est-ce que Charline, Alex et vous, Daniel Cohen, vous êtes d'accord de J'adore jouer ce jeu, moi. Alors c'est hyper simple. Je vous lis une série de noms de diverses personnalités. Vous devez déterminer leur état clinique en répondant le plus vite possible, mais vraiment vite. Il n'y a pas de je sais pas, c'est mort, pas mort. On y va ? Ouais. Ok, on y va. Mort, pas mort. Mort, Qui c'est qui est mort? Qui c'est qui est pas mort? pas mort. Oui, mort, pas mort. C'est Juliette qui compte les points. Je compte sur vous, Juliette. On commence par Charline. Prête ? Vivante, Charline. Vivante. Oui. Mort, pas mort. Raoul Castro. Vivant. Mort, pas mort. Pas mort. Juste. Pas mort. Michel Piccoli. Mort. Non, il est pas mort. Faux, pas mort. Ouh, Aretha la Franklin. boulette. Morte. Juste. Juliette Gréco. Pas morte. Juste. Patrick Juvet. Pas mort. Juste. Thierry Roland. Mort. Juste. Pierre Tchernia. Mort. Juste. Barry White. Ah, mort. Juste. Uderzo. Je crois qu'il est pas mort, mais jouez avec moi. Mais Non, c'est non, pas ça après. Ah, c'est moi. Ça vous, Charline, ouais. Uderzo. Pas mort. Juste. Goscinny. Mort. Robert Hossein. Pas mort. Juste. Maïté. Ah, alors ça, je me pose la question depuis des années. Non, pas morte. Pas morte. Rachita. Oh, mort. Juste. La dignité de Ségolène Royal. Morte depuis longtemps. Juste morte. Kirk Douglas. Non, il est vivant. Juste. Pierre Soulages. Il est vivant. Juste. Fini. Combien de points? Est-ce qu'elle a bien répondu? 1, 2, 3, 4, 5. Ça rigole pas aujourd'hui. Hein. C'était dur, Charline? 14. Moi j'ai 14. 14 sur 16. Non, ça allait. C'est très très Oh, bien. putain, super. Bon, après, il y avait des pièges. J'ai fait suivre Uderzo Goscinny. Bon, bah ça va, maintenant vous avez fait votre numéro, si on parlait sérieusement. René Goscinny? Oui. Elle était vraiment douée, Charline. Elle a fait juste 1 ou 2 erreurs. C'est bien. Le ridicule ne tue pas un homme, mais tue une femme. Comment ça? Mais non, mais... Là, vous pensez ce que vous venez de dire, là? Non, jamais. Ouais. Jamais, vraiment pas. Ah oui, genre vous faisiez de l'humour. Je suis un amuseur. Ouais, puis vous pensiez être drôle. Je suis un amuseur, un rigolo. Ouais. Bon, bref, on continue la partie? C'est des joyeux, les gars. Quelque chose à ajouter, Goscinny? Non, vraiment pas. Bon, alors Alex, c'est à vous. Mort, pas mort, vous êtes prêts? Je suis tendu. Je demande mes excuses à ceux que je vais rater. Top. Adamo. Vivant. Bah, pas mort. Pas Mort, mort. pas mort. Pas mort. Juste. Sean Connery. Pas mort. Juste. Chuck Berry. Mort. Juste. Michel Drucker. Ça dépend. c'était un petit piège. J'espère pas mort. Juste. Jacques Higelin. Mort. Juste. Jean-Luc Godard. Pas mort. Juste. Sacha Distel. Mort. Juste. Bézu. Mort. Juste. Benoît XVI. Pas mort. Juste. Maria Pacôme. Mort. Juste. Yvette Horner. Morte. Juste. Pierre Cardin. Pas mort. Juste. Jacques Desange. Mort. Faux. Ah, Pas mort. c'est Jean-Louis David. Ouais, Oh, le piège. c'est un piège. Milan Kundera. Pas mort. Juste. Roger Moore. Mort. Entre vous et Clara Dupont-Mono, c'est mort ou c'est pas mort? Pas mort. C'est faux, c'était mort. Oh non. Juliette, ça fait combien? 15. 15 sur 16. Oh, fort, les gars. Très 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 bien. Et Bouteflika, on dit quoi? Mais il a été un peu aidé parce qu'on lui a mis que des vieux. C'est vrai. Ouais, moi, c'est celle que j'ai entendue là. J'aimerais bien entendre, c'est Maria Pacôme, quoi. Je me demande comment elle va, d'où elle est. Je nage dans le bonheur. Ah, Maria Pacôme. Tu te tais et tu m'écoutes. Non, mais je voulais vous dire, je vous adore. Enfin, j'ai vraiment très sincèrement rêvé plein de fois que vous seriez ma grand-mère. Et voilà, c'est ce que je voulais vraiment vous dire. Je suis m'en très fous heureuse. comme de l'encadrement. Tu m'entends, je m'en fous. Mais alors, je m'en fous. Je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Je n'en ai vraiment rien Et Alex Vizorek, qui s'est pas trompé tout à l'heure, il a dit juste. Hein. Je m'en fous. Attends, il y a encore plus rigolo. Je n'en ai vraiment rien Maria, je voulais... Tu arrêtes tout de suite. D'accord, bon alors on reprend le jeu. Qui c'est qui est mort, qui c'est qui est pas mort? Vous sentez prêt, Daniel Cohen? Allons-y, mort, pas mort, d'accord. 3, 2, 1, top. Mort, pas mort. Mugabe. Ah, il vient de mourir. Juste. Annie Cordy. Morte? Non, Oh, pas morte. Mince, désolé. Michel Bouquet. Pas mort. Juste. Clint Eastwood. Pas mort. Juste. Nicole Croisille. Pas mort. Juste. Guy Béard. Mort. Juste. Hugo Chavez. Mort. Mikhail Gorbatchev. Pas mort. Juste. Lou Reed. Mort. Demis Roussos. Mort. Ouais, mort en 2015 d'un cancer, je sais plus exactement quel moi non cancer. C'est un concert symphonique. Demis
Fabrice Roussos. Je suis content de retrouver le public que j'aime. Oui, mais là, on est en pleine partie, là, et Cohen. Je sais Il pas. faut être quand même content parce que j'ai rendu beaucoup de monde heureux. C'est pas le moment. Continue de jouer avec Daniel. Mort, pas mort. Petula Clark. Pas mort. Juste. Le chanteur Quincy Jones. Pas mort. Juste. Mary Higgins Clark. Mort. Faux. Pas morte. Elle a 89 ans. Ah. Hosni Moubarak. Sonia Riquel. Morte. Juste. Dick Rivers. Mort. Juste. Certains m'appellent Dicou. Oh, voilà le passe-pointe. Donc vous êtes bien... Rivers, Dick. Non, je veux dire vous êtes bien... Chanteur. Non, je veux dire vous êtes mort. On est d'accord que vous êtes bien mort. Je ne pense pas que l'esprit, l'âme d'un homme meurt. Voilà, merci Dick Rivers de Soleil. Combien a fait Daniel Cohen, Juliette 14. Donc, c'est Alex Vizorek qui a gagné. Alors là, ça s'est joué à rien. Qu'est-ce qu'il est fort, Alex Vizorek. Et c'est la fin de ce jeu. Qui c'est qui est mort? Qui c'est qui est pas mort? Mort, pas mort. Un jeu de la Française des vieux. Merci Christine Gonzalez. Merci beaucoup. Vous êtes fait plein d'amis, Bravo. Christine. Nicole Croisy vous embrasse. Et avant d'écouter la chronique de Juliette Arnaud, on poursuit avec l'économiste Daniel Cohen. Le Monopoly est le jeu le plus vendu au monde. Il a 80 ans, il se décline dans des tas de versions. La dernière, c'est un Monopoly version socialiste vendu aux États-Unis, dans un esprit caricatural avec pour slogan « Gagner, c'est pour les capitalistes ». À cette occasion, on découvre que l'idée du Monopoly est attribuée à une femme qui a créé le jeu pour dénoncer le capitalisme. Elle a déposé l'idée en 1903. Le jeu change ensuite de philosophie lorsqu'un homme ruiné par la crise de 1929 revisite le jeu et lui insuffle un esprit capitaliste et puis se fait plein de pépettes avec, évidemment. Au sens littéral, il a changé les règles du jeu. Le principe, c'est de faire des valeurs. Donc là, mettons, on est 3, il y a 3 valeurs à distribuer. C'est hyper facile. On va dire sirop de 8, sirop de 14, sirop de 21. Oui, mais alors, qu'est-ce que vous entendez exactement par sirop? Non, mais vous occupez pas des sirops tout de suite. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est les valeurs. À la gagne, il n'y a que 3 possibilités. Soit vous faites votre sirop de 8 et vous dites beau sirop et on recompte. Soit vous faites votre sirop de 14 et vous dites beau sirop, sirop gagnant et on vous rajoute la moitié. Soit vous faites votre sirop de 21 et vous dites beau sirop, mi-sirop, siroté, gagne sirop, sirop golo, passe montagne, sirop bon goût. Oui. Moi, je crois qu'il faudrait quand même faire un tour pour rien. Même simplifié, j'y arrive pas encore bien à m'en présenter. Un extrait de Kaamelott, la série d'Alexandre Astier. Cet article sur Monopoly, on peut le trouver dans Le Point ou dans Néon Mag qui raconte cette histoire extraordinaire. Daniel Cohen, en tant qu'économiste, quel symbole vous y voyez, vous, de cette histoire? Quelle lecture vous en faites? Vous saviez tout ça? Ben non, je savais pas. Je sais que j'ai passé l'été à jouer à la version Game of Thrones du Monopoly. Ah oui, et donc on pensait qu'il y aurait quelque chose un peu comme du Trivial Pursuit où on nous demanderait est-ce que, je sais pas quoi, Jon Snow, machin. Bon, pas du tout. C'est exactement le Monopoly le plus classique. Ah, c'est l'arnaque. La carte de la communauté, c'est les dragons ont brûlé votre maison, donnez 3. Donc on a eu une petite déception parce que c'était vraiment le Monopoly au sens le plus classique avec juste avenue des, je sais pas quoi. De Westeros au lieu d'avoir avenue des Champs-Élysées. C'était notre petite déception. Mais oui, donc on voit bien que le capitalisme aussi est en crise, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait un anti-Monopoly, mais voilà, mais c'est l'origine en réalité. Oui, on revient aux véritables origines, c'est incroyable. Les jeux, parce que l'économie, ça peut paraître rébarbatif comme matière. Est-ce que le jeu est un bon moyen, un bon levier pour emmener peut-être les jeunes Le Monopoly est dans la version classique, celle que je connais, y compris celle de Game of Thrones, est une bonne pédagogie du capitalisme. C'est-à-dire, on a tous joué plus ou moins au Monopoly. On voit bien que celui qui gagne, c'est celui qui a le plus de maisons. Il y a tout de suite un moment de bifurcation, d'ébullition, où le bonhomme qui a réussi à installer ses hôtels va l'emporter sur les autres. Alors, non, c'est celui qui a les 4 gares. Bon. Non, moi j'ai renoncé à acheter les 4 gares depuis longtemps parce qu'en fait on perd quand on les revend. On peut pas construire sur les 4 gares. Les petites astuces de Daniel Cohen pour gagner. On en reparle après l'émission. J'ai un truc. Non, j'ai un truc. Oui, parce que on peut pas. Il y a pas d'expansion. C'est là. Mais donc on voit, c'est ça le plaisir du jeu. Il y a un moment d'ébullition où celui qui a ses hôtels, il va l'emporter parce que le premier qui tombe va le rendre encore plus riche et il va distancer. Sauf s'il tombe lui-même, y compris chez le petit qui s'est fait ses 3 petits hôtels dans un coin. Donc c'est ça le moment de tension. Ça résume bien Monopoly, effectivement. Il faut avoir un Monopoly, une rente de situation. Et à partir de là, on gagne tout ou on perd, mais il y a un moment de bifurcation où tout devient cumulatif. C'est bien vu de ce point de vue-là. Ça donne envie de jouer avec vous, mais je suis sûre qu'on perd. Daniel Cohen. Non, ma fille qui gagne. Daniel Cohen, on va reparler livre et plutôt littérature avec Juliette Arnaud. Oui, alors aujourd'hui, un monstre livre. Le titre,
La fabrique des salauds, attirant. Le nombre de pages, 900. Vous remarquerez pour les auditeurs de France Inter, je n'ai peur de rien. Nom de l'auteur, Chris Cross. Mais c'est pas Chris Cross, le duo de mômes sapés à l'envers de ma jeunesse. Voilà, ça c'est Chris Cross. Non, c'est Cross prononcé Kraus. C'est-à-dire Chris Kraus est allemand. Allemand, alors forcément, vu le titre, La fabrique des salauds, on se dit qu'on va avoir droit aux nazis, tout ça. Et on a raison. Et on se dit, non mais c'est bon là, j'en ai déjà trop lu des bouquins sur les nazis. Et là, on a tort. J'ai lu toutes les 900 pages jusqu'à la dernière et ça vaut le coup, même si physiquement, c'est une lecture avec un niveau de pénibilité assez costaud, le poids. Déjà, le sujet, ensuite, sauf que Chris Kraus a les épaules assez larges pour te faire caracoler entre falaises de terreur et chemins de crête tragicomique et parfois même un petit chemin nimbé d'une fragile lumière sentimentale. Ce qu'on sait au début des 900 pages. On est en 1974 en Allemagne de l'Ouest, dans une chambre d'hôpital partagée par 2 hommes avec un pet au casque. Au propre, le pet au casque, on n'est pas du tout dans un hôpital psychiatrique. Pet au casque à pointe. Pet... On peut me permettre. Voilà, c'est pas la même guerre, mais c'est pas grave. Oui, je sais, mais c'était rigolo. Ouais. Alors chacun le sien de pet au casque. Le vieux a une balle de 7,65 dans la tête et un gros tas de sombres secrets. Et le jeune homme est un hippie et lui il a une vis en titane pour que sa boîte crânienne reste d'un seul bloc. Et par ailleurs, comme c'est un hippie, il a la tronche farcie d'hindouisme et d'état d'âme. Et là, le vieux, qui a la balle de 7,65 dans la tronche, entreprend de raconter au jeune hippie comment et pourquoi il s'est retrouvé ici avec cette balle dans la tête. Et le jeune hippie, tout amour, devient en même temps que le lecteur le réceptacle des sombres secrets du vieil homme. Le vieil homme est né à Riga en 1919. Pour les amateurs de Jean-Jacques Goldman, petite cloche quelque part, drlin drlin. Et si j'étais né en 17 à Leidenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille, nourri de rêves de revanche, aurais-je été de ces improbables consciences, larmes au milieu du torrent. Vu que le livre s'appelle, comme il s'appelle, La fabrique des salauds, le vieil homme n'est pas une de ces improbables consciences, il est un véridique salaud. Mais il ne l'a pas toujours été. Et même lorsqu'il le devient, il devient SS, c'est dit, il ne l'est salaud souvent que contre son gré. Alors au départ, en fait, il y a 2 frères, 2 petits garçons, dont le vieil homme, Koja est le cadet, et une sœur adoptée, qui longtemps ne saura pas qu'elle est juive. Ce qui va vite devenir compliqué, vu l'époque. D'autant que les 2 frères sont amoureux de cette sœur, chacun leur tour et parfois même en même temps. Ce qui est compliqué là, à toutes les époques. Et les 2 frères criminels nazis vont survivre à la Deuxième Guerre mondiale, bien qu'essayant également de s'entretuer. Et pour cela, comme beaucoup d'autres, vont embaucher, où ça ? Au service secret américain, mais soviétique également. Et puis pour le vieil homme, au Mossad. Quoi ? Mais non, mais là, c'est trop. Enfin, c'est à la fois insensé, impossible et improbable. Juliette, tu bois, certes, mais jamais quand je lis. Et puis, peut-être qu'on devine qu'on est en train de fricoter avec un écrivain majeur de son temps. C'est pile le moment où, sur le papier, ça ne tient pas et que l'auteur, il le fait diablement bien même. Mais diablement pour te conter comment sont fabriqués les salauds, pardon, mais c'est un minimum. Merci, bisous, merci. Juliette, vous pouvez nous rappeler les références du livre, s'il vous plaît ? Il ne s'appelle pas Chris Cross, il s'appelle Chris Kraus. Son bouquin s'appelle La fabrique des salauds, ça fait 900 pages et c'est chez Belfond. Merci Juliette Arnaud. Daniel Cohen, on va aborder rapidement un 3e sujet. C'est une boîte de striptease de Nantes qui fait danser 2 robots en talons aiguilles parmi les danseuses. Les androïdes sont fabriqués avec des morceaux de mannequins en plastique et des pièces détachées de voitures. Le robot peut-il être sexy ? Ghislaine a pu faire l'acquisition du tout premier androïde sexuel groenlandais. Un androïde aussi perfectionné que les modèles japonais. Je peux tout régler. Là, par exemple, je l'ai programmé sur 5 coups de bite et la durée du rapport sera de 10 secondes. Merci. Ça me rappellera mon mari. Allez, je vous laisse. Le lendemain, nous avons voulu savoir si l'expérience était concluante. Alors, c'était comment ? C'était génial. J'ai rien senti, hein. Aucun plaisir, aucun orgasme, comme avec mon picotin. Un extrait de Groland. Et l'article est publié sur le site France TV Info. Le patron de la boîte de striptease déclare « Nous sommes l'un des seuls secteurs économiques où les robots ne remplaceront jamais l'humain ». Et il veut en faire la démonstration, outre le coup de com'. On est sûr de ça, Daniel Cohen, que les robots remplaceront pas Il y a un film qui s'appelle Her, H-E-R, qui dit exactement le contraire. C'est une histoire d'amour magnifique entre un logiciel et un personnage incarné par Joaquin Phoenix, où on montre scientifiquement, le film est réussi parce que cette histoire d'amour entre le logiciel et la personne
est crédible. On voit qu'elle sait tout de lui, puisque les logiciels aujourd'hui savent absolument tout de vos envies. Il y a de la reconnaissance faciale, donc elle voit quand il est triste, elle lui chante les chansons qu'il faut, et il est éperdument amoureux de ce logiciel dont la voix est celle de Scarlett Johansson. On raconte que le metteur en scène avait fait une première version avec une autre voix, il s'est rendu compte que c'était pas crédible, il a tout retourné, c'est facile puisqu'on la voit pas avec la voix, et c'est en effet parfaitement convaincant. Si je peux faire un spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, ce que ce film montre de manière extraordinaire, c'est que cette histoire d'amour est asymétrique parce que en fait, elle a cette histoire avec lui, mais aussi, il le découvre à la fin du film, avec plusieurs milliers d'autres personnes à la fois. Et donc, cette relation parfaitement individualisée que permettent les algorithmes, en fait, elle peut s'individualiser avec beaucoup d'autres gens en même temps. Ça, c'était très important dans mon précédent livre pour montrer que ce que les robots permettent de faire, c'est bien de démultiplier ce que la relation interpersonnelle oblige à n'être que entre une personne et une autre. Donc, il y a quelque chose d'en effet inquiétant dans cette histoire. Et juste pour faire un spoiler, économie et striptease, qui a très bien fonctionné. Et le dernier spoiler, c'est que en fait, à la fin du film, c'est elle qui le quitte parce qu'elle s'ennuie avec lui. Vous racontez bien. Daniel Cohen avec nous. Bien fait. Alors, celui qui vient d'entrer dans ce studio. Il est derrière vous, il a sa guitare. Frédéric Fromet, de quoi allez-vous nous chanter? Eh bien, bonsoir. Dans la lignée des hypermarchés sans caissière ni caissier et du sujet qu'on vient de traiter, voici mon ultime chanson de la saison, avant que je sois remplacé par une machine. Vivement demain, quand il y aura plus d'humains, les caisses automatiques, c'est tellement plus pratique. Vivement demain, quand il y aura plus d'humains, les caisses automatiques, c'est tellement plus pratique. Vivement demain, quand il y aura plus d'humains. Vivement demain, quand il y aura plus d'humains. Vivement demain, quand il y aura plus d'humains. Bon, parfois ça bug, c'est sûr, comme ces paroles et musiques dont j'ai confié l'écriture à un programme informatique. C'est un dimanche après-midi qu'il m'a délivré ce refrain. Il peut même travailler la nuit, pas la feignasse de la caisse 20. Vivement demain, quand il y aura plus d'humains, quand jusque chez Biocop, il y aura plus que Robocop. Vivement demain, quand il y aura plus d'humains, excepté des clients pour consommer tout le temps. Vivement demain, quand il y aura plus d'humains, excepté des marchands qui ne pensent qu'à l'argent. Vivement demain, quand il y aura plus d'humains, quand il y aura plus personne, seulement des smartphones et que je clique et que je scanne moi-même mon panier d'articles, avoir affaire à une bécane. Certes ça change de Monique, enfin jeté à la poubelle, il n'y aura plus en l'espèce ces drôles de gens que l'on appelle des hôtes ou des hôtesses de caisse. Vivement demain, quand il y aura plus d'humains, tous foutus dehors par Terminator. Vivement demain, quand il y aura plus d'humains, mais des drones dociles livrant à domicile. C'est pas seulement au magasin que la machine remplace machin. Dans l'administration, partout, R2D2 s'occupe de nous. Quand la machine aura viré, caissier, guichetière, etc. Pourvu qu'elle puisse aussi flinguer ses détracteurs, bon débarras. Vivement demain, quand il y aura plus d'humains, soyons tranquilles, il y aura toujours des vigiles. Vivement demain, quand il y aura plus d'humains, maintenant enfin c'est l'heure qu'il n'y ait plus de chanteurs. Bravo. Merci Frédéric Fromet, merci beaucoup. Merci. Et merci à notre invité Daniel Cohen d'avoir passé ce moment avec nous. Je rappelle la publication de cet ouvrage collectif avec Yann Algan, Elisabeth Besselet et Martial Foucault, qui s'intitule Les origines du populisme, l'enquête sur un schisme politique et social, paru au Seuil. Moi je le recommande chaleureusement parce que c'est un des ouvrages qui m'a le plus éclairé sur ce qui nous arrive en ce moment, la sociologie électorale et la compréhension du milieu où on vit culturellement, politiquement aujourd'hui. Daniel Cohen. Merci beaucoup à toute l'équipe autour de cette table, bien sûr. Merci à l'équipe qui prépare cette émission aussi, nos programmateurs et attachés de production, Nathalie Romero, Fabrice Rivaud et Sarah Masson. Ils sont assistés de notre stagiaire Céline Dubois, notre associé à la production Ramzi Assadi et notre nouveau
nouveau réalisateur qui tient le coup depuis déjà 2 semaines. François Audouin, programmation musicale, il est là, Djoubaka. À la technique, aujourd'hui, Jérémy Guillon, Loïc Frapsos. Merci Juliette, Christine, merci Alex. Un lundi où nous recevrons l'ex-champion de natation, Yannick Agnel. Si tu voyais sa vie, il passe de la piscine à chez lui, de chez lui à la piscine. Dis donc Alice, il a l'air top le babysitter de Romain. Où l'as-tu déniché ?